Je vous en parlais plus tôt dans ce journal. Les opérations militaires en Ukraine se poursuivent malgré les négociations de paix en cours en Floride, aux États-Unis. Dans ce contexte, des dirigeants européens feront le point ce lundi à Londres sur les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine. Mais quels sont les enjeux de ces négociations justement ? Eh bien, pour y répondre, nous sommes en direct depuis Paris avec Emmanuel Dupuis, politologue et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Emmanuel Dupuis, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Alors le président français Emmanuel Macron se rend à Londres ce lundi pour une nouvelle rencontre avec Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. À quoi peut-on s'attendre concrètement lors de cette rencontre ? Écoutez, une continuation dans la solidarité des trois leaders que vous évoquez, qui sont déterminés à mettre en avant la place de l'Europe dans ces négociations. Vous avez mentionné le fait qu'elles ont lieu de manière déconstruite, avec d'un côté les États-Unis qui dialoguent avec les Ukrainiens, de l'autre les Russes qui dialoguent avec la partie américaine, mais pas encore de négociations tripartites, ou en tout cas dans lesquelles les Américains serviraient, je cite, de médiateur, ce qui déjà pose un problème, puisque théoriquement, il devrait soutenir la position ukrainienne. Mais soit. En tout cas, ce déplacement d'Emmanuel Macron à Londres, auprès de ses deux homologues, britanniques et allemands, confirme deux choses. Premièrement, que l'Europe de la défense, c'est avant tout une triangulation entre l'Allemagne, la France et l'Allemagne, et la Grande-Bretagne, pardon. Donc, ce n'est pas seulement l'Union européenne, et que la coalition des volontaires, c'est ce dont il s'agit, 27 pays, qui ne sont pas d'ailleurs tous membres de l'Union européenne. Il faut y rajouter la Turquie, il faut y rajouter la Norvège, il faut ajouter le Canada et sans doute un certain nombre de pays qui ne sont pas prêts à envoyer des troupes, mais qui sont prêts à financer ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense ukrainienne, je pense notamment au Japon, sont déterminés à faire entendre leur voix dans ces négociations qui, pour l'instant, n'ont pas fait beaucoup de place à la position européenne. Donc il faut s'attendre à un soutien indéfectible de la part des Européens au président Volodymyr Zelensky. Il faut s'attendre aussi à une préparation du Conseil européen du 20 décembre prochain, au cours duquel l'Union européenne va confirmer sa volonté de ne pas lever les sanctions contre la Russie, contrairement à ce que demandent les États-Unis et contrairement à ce que vraisemblablement Washington est en train de faire. Les Européens seront aussi déterminés à récupérer les quelques 190 milliards d'euros de fonds gelés qui, pour l'instant, jusqu'à présent, étaient bloqués par le fait que la Belgique ne voulait pas y voir une jurisprudence qui pourrait lui être défavorable, mais le caveat semble levé, et sur ces 190 milliards, 140 milliards iraient pour la reconstruction de l'Ukraine, le renforcement militaire et l'aide humanitaire. Je rappelle que le FMI évoque un chiffre bien plus important pour reconstruire l'Ukraine, puisqu'il s'agirait de 500 milliards de dollars. Alors les États-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur soutien à l'Ukraine. Cependant, est-ce qu'il y a un risque que les divisions au sein de l'OTAN et de l'Union européenne pourraient affaiblir la position de l'Ukraine selon vous ? Les États-Unis ont dit qu'ils soutiendraient l'Ukraine, mais ne le font pas ou ne le font plus. Et donc c'est une forme assez cynique de dire que la responsabilité est désormais pleine et entière du côté des Européens. Il en a été question lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, au cours de laquelle d'ailleurs le secrétaire d'État Marco Rubio ne s'est pas présenté, et au cours duquel son sous-secrétaire a enjoint les Européens à plus s'armer et à s'armer pour remplacer les quelques 100 000 soldats américains que les États-Unis ont confirmé vouloir enlever. Donc, je ne dirais pas que les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Les États-Unis mettent une pression qui n'est pas normale, qui est excessive, pour que l'Ukraine accepte une paix qui ne leur est pas favorable. On appelle ça une reddition, une capitulation. Les Européens ne sont pas du tout sur cette même longueur d'onde. Donc, pour répondre à votre question, il y a d'ores et déjà, depuis quelques semaines, et ça a été confirmé depuis quelques jours, un hiatus entre la position américaine et la position française. La position américaine ne devrait pas être une position de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. La position américaine devrait forcer Vladimir Poutine à accepter les conditions d'une paix juste, soutenue par les Européens et les Américains. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les Américains veulent se laver les mains de cette configuration. Les Américains veulent une paix le plus rapidement possible, qui se fasse, hélas, aux dépens de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, des conditions de sécurité de l'Ukraine, puisque les Américains seraient prêts, selon des bruits insistants, à reconnaître les territoires annexés illégalement par la Russie depuis 2023. Les Américains seraient prêts à prétendre proposer les garanties de sécurité que, in fine, ils ne mettront pas en application. C'est la raison pour laquelle les Européens ont mis en garde Volodymyr Zelensky d'être très prudent sur ce que les Américains lui promettront.
Alors on le sait, les alliés de Kiev sont déterminés à accroître la pression sur Moscou. Dans ce sens, plusieurs mesures sont prises par l'Europe pour renforcer sa défense et sa sécurité. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là d'une réponse à la nouvelle stratégie de sécurité américaine ? Non, car la nouvelle stratégie de sécurité américaine ne concerne pas la Russie, elle concerne l'Europe. Et elle concerne d'une certaine façon la manière dont les Européens sont perçus par les Américains. D'une certaine manière, la messe a été dite, si je puis l'exprimer ainsi, il y a quelques heures, au cours de au moment précis où les Russes ont dit qu'ils se reconnaissaient dans la stratégie de sécurité américaine. Vous voyez à quel point tout cela est aberrant et d'une certaine façon affligeant. Le concept de stratégie américaine aurait au contraire dû confirmer ce que nous pensons, l'adversité, la dangerosité et d'une certaine façon la préparation à une éventuelle conflictualité avec la Russie. Il n'en est rien. Les Américains disent au contraire qu'il faut trouver les moyens pour faire la paix avec la Russie, pour pouvoir éventuellement faire la guerre un jour contre la Chine. Il faut se désengager de l'Europe en minorant le danger russe, parce que le danger chinois est beaucoup plus important. Donc le nouveau concept stratégique américain ne va pas du tout dans le sens d'une volonté des Européens et des États-Unis par le biais de l'OTAN ou par le biais d'un soutien militaire qui reste quand même fort, 75% de nos armements proviennent des États-Unis, en direction de la Russie. Les prochains jours, enfin les prochaines heures, les prochains jours, nous dirons si la solidarité européenne n'est pas prise en défaut. Je crains par contre qu'au-delà des trois chefs d'État chefs d'État et de gouvernement qui vont se donner rendez-vous à Londres, le Premier ministre britannique, le président français et le chancelier allemand, qu'il y ait quelques craquures au sein de l'édifice européen, car après tout, les Européens sont déterminés à continuer à sanctionner les entreprises pétrolières et gazières russes. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, il y a quelques heures, a décidé définitivement de fermer tous les gazoducs qui proviennent de la Russie. Je ne suis pas du tout certain que tout le monde au sein de l'Union européenne partage ce point de vue. Les tensions entre la Russie et l'Occident restent élevées avec des risques d'escalade potentielle. Les négociations de paix sont-elles en bonne voie et quels sont, d'après vous, les enjeux réels de ces pourparlers ? Alors déjà, je n'appellerai pas ça les pourparlers de paix, comme je viens juste de vous le dire depuis le début, et en me répétant depuis de nombreuses interviews que nous faisons ensemble. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Ce ne sont pas des négociations de paix. C'est un plan proposé par les États-Unis et la Russie pour forcer l'Ukraine à accepter une condition militaire qui ne leur est pas favorable. Donc, en langage militaire, c'est un armistice doté d'un acte de reddition ou de capitulation. Pour l'instant, l'Ukraine n'a aucun intérêt à l'accepter. C'est la raison pour laquelle les négociations que vous évoquez n'avancent pas, car il y a des fins de non-recevoir ou des sujets sur lesquels il y a un blocage. La territorialisation donc de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Si on regarde les derniers plans proposés par les négociateurs russes, je pense notamment au conseiller diplomatique du président Poutine, Yuri Uchakov, ou son comparse Kirill Dmitriev à la tête du fonds d'investissement russe, les cartes que les Russes proposent aux négociateurs américains ne sont pas du tout les mêmes. Il va sans dire de celles que proposent les Ukrainiens. Mais les Russes vont plus loin. Les Russes disent qu'il faut leur céder des territoires qu'ils n'ont jamais réussi à conquérir, voire même qui n'ont jamais été mis sur la table des négociations depuis le début du conflit. Il faudrait par exemple céder la ville d'Odessa, ce qui priverait la totalité de l'Ukraine de l'ensemble d'un accès à la mer Noire. Donc ce sont des décisions inacceptables. Donc pour l'instant, pour répondre directement à votre question, il n'y a pas une seule avancée concrète sur l'acceptation ou non de la part des Ukrainiens, au moins sur cette dimension territoriale. Avant de conclure, Emmanuel Dupuy, la Russie exige la reconnaissance de ses annexions, tandis que l'Ukraine insiste sur la restauration de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Quelles sont les perspectives de résolution du conflit en Ukraine selon vous ? Ce n'est ni l'un ni l'autre, puisqu'il serait inadmissible que nous, pays européens, admettions que ces annexions forcées, qui ont été obtenues par la force, soient une jurisprudence, où ce serait particulièrement dangereux si nous le faisions, car cela nécessiterait de revisiter notre position sur le Kosovo et la Serbie. Cela nous obligerait à avoir un changement de position entre la Chine et Taïwan. Cela nous obligerait par le futur de rendre caduque
les 111 articles de la Charte des Nations Unies, dont pourtant nous avons célébré les 80 ans en octobre dernier. Donc il y a un grand risque à accepter ce que la Russie veut nous imposer. Du point de vue ukrainien, il est évident qu'il y a un principe de réalité qui fait que les Ukrainiens résistent, mais résistent péniblement avec un nombre incalculable de victimes. On est quasiment à 1000 victimes par jour, décédées, emprisonnées ou incapacitées, c'est-à-dire avec des personnes, des hommes et des femmes blessés de part et d'autre. On en serait, selon les chiffres de l'Institut pour l'étude de la guerre, à près de 2 millions de victimes depuis le déclenchement de ce conflit le 24 février 2022. Donc vous voyez que c'est devenu totalement impensable. Impensable et évidemment parfaitement inhumain et parfaitement cruel. Et puis dernier point, les Américains, eux, sont prêts à accepter ce que les Russes leur disent qu'il faudrait accepter pour qu'il puisse y avoir une négociation directe, car derrière la négociation avec l'Ukraine, on s'en rend compte de plus en plus, puisqu'il ne s'agit pas d'une négociation qui est menée par des diplomates. Marco Rubio était bien à la manœuvre en Floride avec la délégation ukrainienne, mais il n'était pas à Moscou avec le président russe. C'est Jared Kushner, le gendre du président, et Steve Witkoff qui s'y sont rendus. On a un peu l'impression que Marco Rubio est un peu marginalisé dans ce dossier et que la diplomatie officieuse fait office d'opposition directe, d'opposition officielle et donc de volonté du président Donald Trump qui est tout à fait prêt à avoir des positions maximalistes contre l'Ukraine pour en terminer le plus rapidement possible et espérer qu'il puisse agir sur d'autres conflits. C'est la raison pour laquelle il insiste depuis quelques jours sur la fin du conflit au Soudan. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous depuis Paris et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci à vous.